Ok, bon, bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour ce cours numéro 3. On va regarder les réactions radicalaires en chaîne, qui sont souvent les réactions les plus pratiquées, ou du moins celles qui ont été le plus pratiquées dans le passé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire une réaction en chaîne? C'est une réaction en fait qui va obéir à la suite des événements suivants. Alors, attendez, je regarde juste que ça marche. Hop, voilà. Donc, on a une étape d'initiation. On va former les radicaux. Généralement, on en ferme assez peu. Puis une étape de propagation qui va faire qu'on va garder les espèces radicalaires, on va dire, vivantes pour qu'elles se transmettent. Donc, on a vraiment une notion de cycle ici. Et puis, il y a un moment où la réaction doit se terminer. Et donc, on va parler de terminaison. Et donc, en anglais, d'ailleurs, c'est termination. Et donc, c'est la destruction des radicaux. Donc, c'est vraiment toujours ce schéma-là. Et on va le voir, on va dire, sous différents aspects. D'ailleurs, dans ce cours-là, puis dans ceux qui suivent après. Il se trouve que ce concept de réaction en chaîne a été découvert au siècle dernier avec les travaux de Karash dont on va en parler. Un autre qui a théorisé ça, c'est Semenov, qui avait eu le prix Nobel en 1956. Pas pour la chimie radicalaire, mais principalement pour la combustion et d'autres types de réactions, un petit peu la chimie radicalaire, mais donc ça a été aussi un des théoriciens de ces réactions en chaîne. Et donc ces réactions en chaîne, si les chaînes sont bien établies, on va dire, permettent d'arriver à des bons rendements et donc d'avoir un contrôle des espèces parfait qui fait qu'on arrive à avoir des produits de réaction de façon sélective, sans voie trop de bifurcation et également des bons rendements. Alors, probablement, une des premières réactions en chaîne, et celle dont je vous avais parlé d'ailleurs à la leçon inaugurale, c'est en fait cette hydrobromation de Karash des alcènes qui donne ce produit où le brome a été introduit en position terminale, ici, sachant que globalement, la réaction classique, si vous mettez par exemple du propène, si vous partez du propène et que vous mettez du HBr, généralement vous allez passer d'abord par une protonation de votre alcène qui conduit à ce carbocation, puis ensuite piégeage du carbocation par Br- qui conduit donc aux 2-bromopropane, donc cet isomère-là. D'accord ? Donc ça c'est la réaction classique de Markovnikov. Et Markovnikov, il y a plusieurs orthographes, mais bon, globalement, on va mettre cette orthographe-là. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le laboratoire de Karash, ils se sont rendus compte d'un phénomène assez intéressant, c'est que s'ils partaient d'un alcène, propène ou autre, alors propène est un gaz, mais même s'ils partaient d'autres alcènes, qu'ils étaient fraîchement distillés, ils formaient le produit de Markovnikov. S'il est distillé, mais qu'il est laissé vieillir, ou qu'il est laissé en présence d'oxygène, il formait le produit de Karash. Donc, il y avait quelque chose qui se passait avec le temps ou la présence d'oxygène qui faisait qu'on déviait complètement cette réaction vers celle-là. Et ce que Karash a très bien perçu, c'est qu'en fait, quand un alcène vieillit, en fait, on forme des peroxydes. Alors, les peroxydes, après, il les a mis exprès, mais au départ, c'était des produits lui-même, c'était une formation, on va dire, endogène de peroxyde, qui faisait qu'on dévie cette réaction, et tout simplement parce que, quel que soit le peroxyde, il se dissocie assez facilement, surtout par chauffage. Ce peroxyde, ensuite, va arracher l'hydrogène du HBr pour former ce Br point. Alors, ce Br point-là, une fois qu'il est formé, donc ça, c'est vraiment l'initiation. Donc, soit on le fait en mettant délibérément un peroxyde, soit effectivement un alcène vieilli va conduire à cette réaction. Ce Br point donc, s'additionne sur l'alcène pour former ce radical. Alors il faut voir que ici, c'est une réaction qui est quand même très réversible parce que la bêta-élimination en fait, là, est aussi possible et même très rapide. Donc on a un delta H qui est modérément négatif, donc c'est une réaction qui est modérément favorable. Mais par contre, le HBr est aussi un donneur d'hydrogène, modeste, mais suffisant pour piéger ce radical et donc donner ce produit. Et on réexpulse un Br point, et donc c'est ça la propagation, puisque ici, vous avez un Br point qui est consommé, et vous en réengendrez un autre, et ainsi de suite. Et donc là, ça tourne, et là, par contre,
votre enthalpie est déjà plus favorable. Donc c'est une réaction qui est assez subtile finalement, et c'est surtout qu'avoir 2 régions isomères pour un alcène, c'est quand même relativement intéressant, même si synthétiquement, vous allez voir, on verra d'autres façons de faire ces alcènes bromés, parce que là, c'est quand même des conditions un peu particulières. Utiliser des peroxydes n'est pas toujours très facile, et on va avoir des processus catalytiques, mais ça sera quand on va faire la photocatalyse. Terminaison, c'est toujours un peu la période, c'est toujours un petit peu l'étape un peu mystérieuse. Les radicaux se recombinent, c'est-à-dire que globalement on a des dimérisations des radicaux, mais on arrive sur des quantités très très petites de radicaux. De toute façon, il n'y a plus de réactifs, donc voilà ce qui se passe. Donc globalement, voilà, la première des réactions, abondante littérature donc, de Karash qui a eu cette intuition assez forte. Donc le voilà dans son laboratoire. Et cette mémoire sur sa carrière est très intéressante. Vous pouvez télécharger, écrit par Frank Weistheimer. Alors, Weistheimer, c'est aussi un des pères de la chimie organique physique des années 60-70 aux États-Unis. Et réellement, il décrit tous les travaux de Karash et leur importance, parce qu'on va avoir d'autres réactions de Karash. Et notamment, dans les années 40, donc pendant la guerre, Karash a été aussi un des chimistes qui a contribué au Synthetic Rubber Research Program, chose dont je vous ai déjà parlé, qui est le programme pour en fait fournir du caoutchouc synthétique, puisque globalement l'accès au caoutchouc naturel n'était pas possible parce que tout le sud-est asiatique était occupé par les troupes japonaises. Donc Karash a fait beaucoup de choses différentes. Et une autre réaction souvent que l'on voit quand on commence la chimie, alors elle est moins enseignée maintenant, mais elle est relativement intéressante, c'est une autre réaction en chaîne, c'est la chloration des alcanes. C'est réellement partir d'un alcane aussi simple que celui-ci, le méthane, mettre du dichlore et on va faire ce chlorométhyle en présence de HCl. Donc là, l'enthalpie est extrêmement favorable parce qu'on libère du HCl qui est très énergétique. Comparer d'ailleurs l'énergie de liaison du HCl par rapport à celle du HBr, vous voyez qu'on est quand même dans un monde très différent. On a environ 20 kcal de différence, donc c'est quand même conséquent. Donc, c'est une réaction qui va vous donner ce produit, mais je ne vais pas rentrer dans le mécanisme global, mais l'idée, c'est qu'on va dissocier le dichlore, on va faire un Cl point qui va arracher l'hydrogène ici, on va faire un radical méthyle ensuite, et ce radical méthyle se fait chlorer, et ainsi de suite. Bon, donc ça tourne comme ça. Le problème, vous le voyez tout de suite, il est apparent ici, c'est que le produit que vous formez, le CH3Cl, l'énergie de liaison HCl ici est très faible et en fait il va être relativement activé pour une deuxième chloration. Et donc vous allez former du dichlorométhane et puis vous allez former du chloroforme. Et donc on arrive, voire même du tétrachlorométhane, et donc on arrive difficilement à une réaction sélective. De façon assez intéressante, j'ai trouvé cet article récemment, donc de cette année, qui a d'ailleurs été assez publicisé, où cette réaction quand même de chloration des alcanes peut trouver son intérêt pour piéger du méthane, quand il y en a un tout petit peu dans des traces dans l'atmosphère. Parce que comme vous le savez, le méthane est un gaz à effet de serre très puissant, bien plus puissant que le CO2. Il y en a beaucoup moins, mais par contre, il est beaucoup plus, parce que c'est un côté nocif. Et donc là, cette équipe danoise a trouvé un photoréacteur qui permet de transformer le méthane en chlorométhane et autres produits oxydés par un photoréacteur. Donc d'une réaction pas forcément sélective, on peut quand même en faire une réaction assez utile. Et l'autre réaction d'halogénation, parce qu'en fait là on est dans une réaction d'halogénation, ici, la première était par addition, celle-là était par substitution, et celle qui est la plus classique et la plus utile, en fait, c'est évidemment cette bromation allylique de Wohl-Ziegler. Alors donc c'est deux articles distincts. L'un de Wohl en 1919, repris par Ziegler en 1942. Et voici le schéma original dans l'article de Ziegler. Donc on parle du cyclohexène. On met du NBS, N-bromosuccinimide, et on va former ce cyclohexylbromure plus le succinimide. Donc voilà le bilan ici, écrit avec le logiciel Chembro, mais globalement c'est la même chose. Et en fait, c'est une réaction synthétiquement qui, elle, est beaucoup plus utile parce qu'on arrive à être relativement sélectif. Et on est sélectif parce que d'abord, on joue sur de l'arrachement par des bromures. Le radical bromure est beaucoup moins agressif que le radical Cl point.
Donc lui, il va pouvoir être plus sélectif. Et par ailleurs, le mécanisme fait que là aussi, beaucoup de voies, on va dire parallèles, sont possibles, mais finalement, tout est canalisé vers une seule type de réaction. Alors, il y a quand même quelques petits soucis. Donc, le mécanisme est le suivant. Globalement, on va, par un initiateur, que je ne vais pas forcément préciser ici, mais on va généralement avoir une formation de BR point. Alors, souvent, ce qui est écrit, c'est des mécanismes de ce type-là, où l'initiateur, en fait, si on l'appelle IN point, oups, va s'additionner en fait sur ce carbonyle. Pour donner ce radical-là, qui lui, en fait, va bêta-éliminer. Et donc, on engendre le BR point comme ça. Donc ça, c'est la phase d'initiation. Alors, les initiateurs, on va les voir après. Hein. Il y en a différents. Celui qui est le plus utilisé ici, c'est la IBN, dont je vais parler dans la slide d'après. Donc, une fois que vous avez formé ce BR point, en fait, va servir ici d'arracheur d'hydrogène. Alors, notez qu'il pourrait s'additionner sur l'alcène, comme on a vu tout à l'heure. Okay. Mais on va discuter de ça. Et maintenant, il a le choix entre trois types d'hydrogène. Soit l'hydrogène vinylique, soit l'hydrogène ici allylique, soit l'hydrogène, on va dire, classique alcane. Okay. Si vous regardez maintenant les BDE, les énergies de liaison, clairement, celle-là est beaucoup trop élevée. La plus basse, c'est celle-là, et celle-là est relativement élevée. Donc, effectivement, il va arracher l'hydrogène en position allylique, former du HBr et ce radical ici allylique qui est relativement stabilisé. Okay. L'étape importante ici, et qui va en fait faire en sorte que cette réaction est très propre, c'est que le HBr qui est formé réagit rapidement avec le N-bromosuccinimide pour former du BR2 et le succinimide, qui en plus précipite. D'ailleurs, c'est simple, vous voyez si votre réaction marche bien, parce que généralement, vous avez un précipité du succinimide. Et donc, ça constitue une force motrice et ça rend aussi cette étape complètement irréversible. Et donc, une fois que ce produit est formé, le BR2, lui, va servir à piéger le radical ici, et vous formez votre produit, plus du BR point, et donc vous pouvez recommencer un cycle. Alors, il y a plusieurs choses, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré que le BR point pouvait s'additionner sur la double liaison. Il le fait également ici, mais comme je vous ai dit, cette réaction, elle est réversible. C'est vraiment... ça, c'est tout à fait possible. Mais tout à l'heure, on avait du HBr pour piéger ce radical. Ici, le HBr, en fait, est pris par le succinimide, le N-bromosuccinimide, et donc n'est pas disponible pour hydrogéner le radical ici. Cette réaction aussi permet, on engendre une quantité finalement petite de radical, ce qui fait qu'on engendre aussi une quantité petite de dibrome, et donc on n'a pas de dibromation directe de la double liaison, parce que ça c'est l'autre écueil. On pourrait très bien dibromer l'alcène. Donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités, et donc le radical va réagir sélectivement avec le dibrome pour former ce produit. Alors ça, c'est une réaction qui est encore relativement utilisée, parce qu'elle permet d'introduire facilement un halogénure, principalement le bromure, à vrai dire. Alors, il peut y avoir des problèmes de régioisomérie dans le sens où vous formez un radical allylique et généralement, vous allez piéger l'atome de brome sur le radical le plus stable. C'est généralement ce qui est observé. C'est-à-dire, si vous avez une compétition, vous allez observer le piégeage sur le radical le plus stable. Et dans certains cas, notamment quand vous faites en benzylique, parce que vous pouvez aussi l'utiliser en benzylique, vous pouvez aussi, par exemple, utiliser cette réaction pour bromer, pour faire par exemple des benzylbromures. Il arrive que parfois vous ayez comme sous-produit généralement
pas forcément de façon conséquente, mais quelques pourcents. Mais par contre, généralement, c'est toujours difficile à purifier parce que souvent les RF, par exemple, typiquement en CCM, vont être les mêmes. Donc la purification de ce type de produit est problématique. Mais ça reste quand même très minoritaire. Donc, ça, c'est vraiment les exemples classiques on va dire, pionnières de la chimie en chaîne, radicalaire en chaîne. Donc, addition de HBr pour bromer ou des réactions de substitution, chloration des alcanes, bromation allylique. Alors maintenant, on va passer à la chimie en chaîne un petit peu plus élaborée. Et tout d'abord, ont été mis au point de nombreux initiateurs. Alors j'ai pris volontairement cette page là, du livre dont je vous ai déjà parlé, là, de Fossé, Lefort et Sorba, où ils ont listé un certain nombre d'initiateurs classiques. Donc voici leur structure. L'énergie d'activation pour arriver à la dissociation, la constante cinétique de dissociation, donc plus celle-ci est élevée, plus ça se fait facilement évidemment. Les températures généralement pratiquées, donc le temps de demi-vie des radicaux, enfin de l'initiateur, pardon, à différentes températures, et les radicaux qui sont obtenus. Donc vous voyez qu'on a quand même des différences assez fortes. Par exemple, celui-là a une énergie d'activation relativement faible. À 60, bon, en 1 heure à 95 degrés, il y en a déjà 50% de consommé. Celui-là est encore beaucoup plus réactif, hein, finalement à 50 degrés, bon, 5 heures de temps de demi-vie. Ce qu'il faut regarder, c'est les constantes. Quand on arrive dans le 10 puissance 4, donc par exemple celui-là, il est quand même assez facile à scinder. Bon, ou même l'énergie d'activation, effectivement, pour celui-là est particulièrement efficace. Donc vous voyez qu'on a quand même quelques différences. Le diterbutylperoxyde, qu'on croit toujours relativement réactif, ne l'est pas forcément. Finalement, il est assez stable. Temps de demi-vie à 100 degrés, 218 heures. Donc, donc ça donne une bonne idée. Surtout, ça permet de calibrer à quel genre de température on veut travailler. L'AIBN ici, qui est très utilisé, généralement, on travaille dans des températures de l'ordre de 70-80 degrés. Alors, maintenant, vous partez d'une structure finalement qui est assez complexe, qu'on reconnaît, et on arrive à des radicaux beaucoup plus simples, qui, eux, vont être en fait les sources de l'initiation. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart de ces radicaux, il y a une fragmentation qui est suivie souvent d'une deuxième étape. Si, par exemple, on prend ce benzoylperoxyde, on va former ce radical carboxy, qui généralement va décarboxyler pour former un radical R'. Et c'est ce R' qui va servir d'initiateur. Alors c'est plus ou moins facile, évidemment, cette élimination de CO2 va être plus ou moins facile selon la stabilité du groupement R. Okay. Et donc si vous regardez ici, par exemple celui-là qui effectivement avait une énergie d'activation assez faible, ce que l'on voit c'est qu'en fait on a un système terbutylperoxylate. Alors oui, donc ça c'est un système comme ça. Donc là, globalement, on a une très bonne force motrice pour couper ces liaisons au haut parce qu'on a ce système peroxalate. Mais globalement, si on regarde ici, par exemple, celui, je ne sais plus s'il y en a un. Ouais, non, pas forcément. Globalement, le groupement R qui va scinder va beaucoup guider la force motrice. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous éliminez un TBO point, le TBO point qui est ici ne s'arrête généralement pas là, et lui va fragmenter pour donner de la cétone et un radical méthylpoint. Et ce radical méthylpoint, c'est lui qui peut être l'initiateur.
Donc globalement, on a différents... donc là, ici, on a fragmentation ici, ils vont formater BUO point qui peut évoluer vers le méthylpoint et lui qui peut évoluer vers le phényl et ainsi de suite. Celui qui est très utilisé et encore utilisé, notamment beaucoup en polymérisation malgré tout, c'est ce composé azo, la IBN, qui va vous donner 2 radicaux isobutyronitryle plus N2. Donc globalement, c'est un solide, point de fusion 65 degrés. Vous voyez que sa température généralement d'utilisation classique, c'est plutôt vers 80 degrés, puisque son temps de demi-vie dans ce cas-là est 2 heures. Et alors, ce qui est intéressant comme chiffre, c'est qu'on vous dit qu'il est 60% efficace pour la production des radicaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le radical, quand vous avez cette scission, les radicaux ici peuvent se recombiner parce qu'en fait, ils ne sont pas sortis de la cage de solvant. Donc, vous avez la scission pour libération du N2, mais globalement, les radicaux finalement sont en telle proximité qu'ils dimérisent tout de suite. Et donc, globalement, cet IBN reste malgré tout avec pénalisé. Alors ça peut dépendre quand même de la structure du solvant, mais pas tant que ça, parce que là on a des phénomènes qui sont extrêmement rapides. Donc ça c'est quelque chose dont il faut tenir en compte aussi sur les initiateurs, c'est qu'ils ont eux-mêmes cette pénalité de former des radicaux qui peuvent tout de suite dimériser et donc conduire à une moindre efficacité. Et dans le cas de l'IBN, c'est très très fort, parce que le radical correspondant est relativement stable, et donc s'il ne s'échappe pas de cette cage, il va dimériser très facilement. Alors voici un initiateur très intéressant, parce que donc on reconnaît donc le côté diazo. Et vous voyez que là, la structure est beaucoup plus élaborée, mais celui-là, par exemple, se scinde à température ambiante. Et il est fabriqué par une usine au Japon, dont la rumeur dit qu'elle a déjà explosé 2 fois, parce qu'effectivement, là, on arrive sur des composés quand même qui sont particulièrement peu stables. Et on peut l'acheter, on pouvait l'acheter, je ne sais pas si on peut toujours l'acheter, mais les frais de transport, comme vous pouvez imaginer, sont extrêmement importants parce qu'il faut le garder à froid dans une chaîne à froid pendant tout le transport. Donc globalement, ça c'est des réactifs, alors certes qui permettent de travailler à température ambiante, mais avec quand même beaucoup d'inconvénients. D'une façon générale, tous ces composés, ces initiateurs, sont quand même des composés à prendre un peu avec des pincettes, parce qu'évidemment, si vous les avez en grosse quantité, il ne s'agit pas de les chauffer ou de leur faire même certains subir des chocs, il vaut mieux quand même éviter. Finalement, un des initiateurs qui a été beaucoup utilisé plus récemment, c'est ce diterbutyl-hyponitrite, qui permet, lui, de travailler sur une gamme de température assez importante, de 20 à 90 degrés. Alors, une initiation thermique ou photochimique pour engendrer un TBO point, une fois de plus, donc méthylpoint plus acétone, avec une cinétique qui est de l'ordre de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est d'abord des vieux travaux des années 60 et 80, mais par exemple, Philippe Renaud a beaucoup retravaillé avec cet initiateur, qui a beaucoup de qualité, parce que notamment, c'est une très bonne source de radical terbutoxy, mieux que finalement le diterbutylperoxyde, par exemple, beaucoup plus facile. Et en même temps, il est relativement stable et globalement, il permet de travailler vraiment avec des petites quantités. Parce que aussi, l'idée d'un initiateur, c'est qu'on va le mettre en petites quantités. L'initiateur, si vous en mettez une grosse quantité, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que votre réaction peut être parasitée par sa réactivité, mais également ça veut dire que votre chaîne peut être mal contrôlée. Donc l'idée, c'est d'avoir un initiateur vraiment en quantité. Donc quand je vous disais les cinétiques de fission, vous voyez, donc on est toujours dans le 10 puissance moins 4, moins 5, donc celui-là non, mais les autres, c'est globalement dans ce genre d'ordre de grandeur. Et alors, un système particulièrement intéressant d'initiation qui fait appel à une réactivité complètement différente, c'est la chimie des organoboranes. Parce qu'en fait, les organoboranes, si vous les mettez en présence d'oxygène, en fait, globalement, vous avez des flammes. Ils brûlent. En fait, vous avez une combustion. Donc cette combustion, si vous la diluez un peu, si vous la mettez dans un solvant, en fait, est une source de radicaux. Donc globalement, un trialkylborane en présence de O2 va vous fournir un radical R'. Ce radical R' peut ensuite s'oxygéner. Ça, c'est une cinétique, hein, c'est une réaction qui est très, très rapide.
Et puis ce radical, le radical correspondant peut lui-même réagir avec un trialkylborane pour engendrer le R point. Alors, cette chimie, initialement, avait été mentionnée par Braun. Alors, vous savez, Braun, c'est celui qui a fait toute la chimie du bore, H.C. Braun, qui a eu le prix Nobel, d'ailleurs, pour ça en 1979. Il a consacré sa vie à la chimie des organoboranes, plus de 1000 papiers. Et il a tout trouvé, l'hydroboration, et ainsi de suite, et notamment observé ça. Moi, j'ai déjà vu un feu de trialkylborane, ça marche bien. Donc, c'est pour ça que quand vous le trouvez au laboratoire, il est toujours en solution. Et là, du coup, c'est beaucoup plus stable. Donc, ce qui était intéressant, c'est de se dire comment transformer cette réaction, on va dire, parasite, de combustion, voire dangereuse, en quelque chose d'utile. Et donc, c'est ce qu'ont fait le groupe de Oshima ici, qui l'ont utilisé en solvant dans le toluène avec 0,1 équivalent. Alors, donc, oui, donc le principe, en fait, si on très formellement, c'est que, même si réellement le mécanisme est peut-être un peu plus compliqué, c'est que vous avez votre... L'exemple classique, c'est vraiment le triéthylborane, c'est celui qu'on voit le plus, mais le tricyclohexylborane est commercial aussi, et d'autres le sont. Mais l'idée, c'est que vraiment, vous avez votre oxygène réagit comme diradical et globalement fait une réaction de substitution homolytique sur le bord et vous expulsez un radical éthylpoint. Donc ça, c'est un peu résumé l'affaire, mais bon. En fait, certainement, d'abord, vous commencez par vous avez un acide de Lewis, le bore a un acide de Lewis, vous avez cette lacune, et certainement, vous faites d'abord un adduit acide de Lewis base, puis ensuite cette réaction de substitution homolytique. Très belle revue par Cyril Olivier et Philippe Renaud sur cette chimie des organoboranes. D'ailleurs, je me suis trompé, ce n'est pas 2000, c'est 2001. Donc, c'est le volume 101 également. Alors, le papier d'Oshima est très intéressant parce que, donc, en 1987, il reporte cette initiation d'une réaction radicalaire où on va engendrer ce radical stanyl qui va s'additionner sur cette triple liaison. Et on fait ça à 25 degrés. Donc, c'était intéressant. Si on regarde la partie expérimentale, elle est un petit peu étonnante parce que ils ne parlent pas du tout d'oxygène, de quoi que ce soit. Au contraire, ils travaillent en milieu inerte. Donc ça, c'est très étonnant. Donc l'idée, c'est que ici, vous formez un radical éthylpoint. Qui va réagir avec votre éthane, donc ça vous donne de l'éthane. Donc évidemment, votre éthane, lui, il s'en va. Vous formez ce radical stanyl. Le radical stanyl s'additionne sur l'alcyne. Alors, on a vu que c'était un radical qui était linéaire. Et puis ensuite, l'étape suivante, vous avez un don d'hydrogène pour vous donner le produit final. Bon, là, j'écris cette stéréosélectivité, mais globalement, il y a quand même les deux isomères qui sont présents. Bon, on ne va pas parler sur la stéréosélectivité à l'instant T, peu importe. Donc voilà, et donc globalement, ça, c'est votre initiation. Et là, c'est votre propagaison. OK ? Puisque là, vous réengendrez un radical stanyl.
Alors, donc, si vous regardez la partie expérimentale de cet article, il n'est pas du tout mentionné d'oxygène. Et en fait, si vous appliquez strictement sensu ce qui est écrit, la réaction ne marche pas. Parce qu'il faut de l'oxygène pour faire cette étape. Et eux, ils disent bien qu'ils travaillent en atmosphère inerte. Et globalement, certainement, ils n'ont pas dû vouloir. Ils avaient certainement un petit peu d'oxygène, puisque ça marche. Et en fait, c'est une réaction qui marche très bien dès que vous bullez de l'air dedans. Donc, pour toutes ces réactions, il suffit de prendre une seringue, vous prenez de l'air, vous bullez dans votre milieu réactionnel, et là, du coup, la réaction marche. Mais si vous n'avez pas d'air du tout, s'il n'y a pas d'oxygène, ça ne marchera pas. Voilà, c'est donc un peu le secret de ces réactions avec les boranes, et qui a été quand même très utilisé. Et donc tout ça nous conduit à la réaction des hydrures d'étain, qui a été une réaction, on va dire, reine dans toutes les années 60, 70, 80, 90. Et le principe est le suivant, c'est que vous avez du tributyl éteint, l'hydrure, un halogénure ou d'autres types de grossements, on va les voir, et globalement, vous formez un RH plus Bu3SNX. Alors, ce RH peut subir de nombreuses transformations, mais bon, globalement, c'est vous substituez le X ici pour former un produit hydrogéné. Donc, une étape d'initiation, la IBN, vous formez le radical ici, ce radical réagit avec l'hydrure d'étain, et ensuite, vous formez un radical stannyle, ce radical stannyle vient arracher le X ici, puis le R point vient être hydrogéné, et ainsi de suite. Donc, voilà comment ça marche. Et puis, donc là, au niveau des terminaisons, bah, ça peut être un peu de dimérisation de ce radical R, un peu de dimérisation de ce radical stannyle, donc il y a pas mal de possibilités. Donc ça, c'est très, très stable. C'est pas très sensible aux conditions de réaction. Et en fait, ça a ouvert on va dire, vraiment toutes les possibilités de la chimie radicalaire moderne. Ça a permis de découvrir beaucoup, beaucoup de réactions différentes. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder les cinétiques de ces étapes, parce que globalement, elles sont assez importantes. Et elles nous donnent une bonne idée. Donc, si vous voulez avoir un système très, très réactif et de façon assez logique, vous allez travailler avec un iodure. Un iodure s'arrache très, très, très facilement. On est presque aux vitesses de diffusion. Donc, on est vraiment sur une cinétique très, très rapide. Mais vous pouvez travailler aussi avec un bromure et un sélénure. Donc là, vous avez des cinétiques d'arrachement qui sont quand même très bonnes. Et puis, dès que vous passez à des chlorures, thiol, isonitrile, xanthate, on verra ces groupements petit à petit. Globalement, vous arrivez à des cinétiques qui sont quand même beaucoup plus lentes. Donc là, il y a quand même, on va dire, une grosse influence du substrat avec lequel vous travaillez. Ce qui est intéressant, c'est de regarder maintenant cette étape-là, cette étape de don d'hydrogène. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que si vous regardez rapidement les vitesses, 10 puissance 6, 10 puissance 5, 10 puissance 5, 10 puissance 6, là, celle-là est réellement plus élevée, avec un radical vinyle ou aryl, là, vous avez vraiment une cinétique très rapide. Mais sinon, globalement, pour l'instant, tout est pareil. Alors donc, globalement, l'hydrogénation ici, avec l'hydrure d'étain, on va généralement la considérer aux environs de 10 puissance 6 mol-1, seconde-1. Il y a quand même des petites choses à regarder. Bon, là, la différence entre un radical tertiaire, par exemple, et un radical secondaire n'est vraiment pas évidente. Par contre, il y a un effet intéressant ici, si vous comparez par exemple avec le BU3SNH et BU3SND, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un ralentissement, donc il y a un effet isotopique. Okay, donc ces effets isotopiques peuvent être intéressants. On le voit bien ici aussi avec le radical cyclohexyle, hein, l'effet isotopique est presque plus marqué en fait. C'est un facteur 3 alors que là c'était pareil, ouais, c'est la même chose. Donc une fois de plus, on le voit ici. Radical primaire, radical métier, le BU3SND reste très rapide. Donc, alors il y a aussi autre chose, c'est que la variation selon l'étain est, on peut dire, est observable. Le triphénylétain est plus rapide que le tributylétain, que le triméthylétain. Alors le triméthylétain ne sera jamais utilisé parce qu'il est infiniment toxique. Donc ça c'est très très toxique, en plus c'est volatile. Donc de toute façon c'est des produits, je ne sais même pas si on peut encore les trouver, c'est vraiment à éviter. Tributylétain est souvent le plus utilisé parce que lui, le triphénylétain a un problème, c'est que ce n'est ni un liquide ni un solide, c'est entre les deux. Donc ce n'est pas très facile d'utilisation, c'est une espèce de pâte. Donc le tributylétain a été beaucoup utilisé. Alors maintenant, si on regarde les cinétiques, qu'est-ce que ça veut dire quand vous planifiez une réaction? Parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est que votre réaction en chaîne marche. Or, votre radical,
Ça, c'est votre radical que vous voulez engendrer et que vous voulez faire réagir. Lui, il a deux possibilités. Soit il va réagir avec quelque chose, par exemple s'additionner sur une double liaison, c'est ce que vous voulez. Et la réaction que vous ne voulez pas, c'est celle-là. La dimérisation, généralement, ça ne nous intéresse pas. D'accord ? Donc si on regarde la cinétique de cette réaction de dimérisation, vous arrivez à cette loi de vitesse classique. Et la cinétique ici pour cette réaction-là, donc la vitesse d'apparition de ce produit-là, va vous donner ce produit-là. Et ce que vous voulez, c'est que ça soit supérieur à ça. Okay ? Donc autrement dit, si vous écrivez l'inéquation, enfin l'inégalité, vous voulez donc que ça soit supérieur, vous allez simplifier par un facteur R point. Et donc, globalement, vous arrivez à KXY doit être supérieur à KD R point. Or, KD, on la connaît bien, c'est la cinétique de dimérisation, ça c'est très élevé, c'est 10 puissance 10. Et si on fait l'hypothèse qu'on travaille dans un milieu extrêmement dilué en radicaux, c'est-à-dire qu'on a vraiment une concentration très très faible, 10 puissance moins 8 mol moins 1, on arrive à ce produit entre la constante d'addition fois votre partenaire qui doit être supérieur à 10 puissance moins 2 secondes moins 1. Ou si vous parlez d'un réarrangement unimoléculaire, une évolution de votre radical, il doit être supérieur à 10 puissance moins 2 moins 1. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une chaîne où, par exemple, vous envisagez de faire une addition lente, ou si vous avez un réarrangement intramoléculaire qui va être lent, vous allez être en difficulté. C'est-à-dire que globalement, la dimérisation de votre radical risque d'être très compétitive. Donc ces réactions en chaîne marchent quand même relativement bien que si vous avez des processus relativement rapides. Sinon, il va falloir trouver d'autres conditions. En tout cas, pas en présence d'hydrure d'étain. Alors, on peut le voir aussi autrement, c'est quelle est la concentration en hydrure d'étain à laquelle il faut travailler. Donc ici, votre radical a cette double possibilité, soit il se dimérise, soit il réagit, par exemple, pour être hydrogéné. Et donc, une fois de plus, votre réaction en chaîne elle va être interrompue si vous allez là. Par contre, elle se propage ici. Donc, on arrive au même scénario. On va comparer les deux cinétiques. Donc, la constante d'hydrogénation fois la concentration d'étain doit être supérieure à la constante de dimérisation fois la concentration en R. Point. Si on prend la même valeur pour R point ici, on arrive donc et on prend une valeur moyenne pour la KH, qui correspond à ce qu'on a vu ici. Ce 2 10 puissance 6, globalement, vient de cette table. C'est à peu près la valeur moyenne ici. Donc, globalement, on arrive à cette valeur. Et donc, ça veut dire qu'il faut travailler avec en minimum, ça c'est vraiment la concentration minimum en étain. Et généralement, on travaille avec des concentrations 10 puissance moins 3m en étain. Si vous travaillez avec moins, ça veut dire que votre réaction en chaîne va s'arrêter. Si vous mettez beaucoup d'étain, on le verra dans d'autres cas, vous allez avoir un autre problème, c'est que globalement, vous allez que hydrogéner votre radical et vous ne lui laisserez pas le temps de faire des choses intéressantes. Ça peut être intéressant de l'hydrogéner, mais souvent, vous utilisez le radical pour faire d'autres choses. Alors, donc oui, ici, ce qu'on voit, c'est, on applique les constantes cinétiques. Ce qu'on voit, c'est qu'avec un seul équivalent d'un étain, vous allez sélectivement arracher l'atome de brome ici. Qu'avec deux équivalents d'étain, il y a une préférence clairement de régiosélectivité de l'arrachement du chlore ici. Donc ces deux-là sont plus actifs, et donc vous pouvez garder celui-là. Donc tout ça, c'est relativement logique. Ça, en alpha du carbonyle, on peut imaginer que ces chlores sont plus, finalement, la liaison carbone-chlore est un petit peu plus affaiblie. Donc, comme en plus le radical ici est relativement nucléophile, ça va dans le bon sens. On peut aussi arracher un S-phi. On peut arracher un sélénure, ça marche très très bien. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on forme un radical au pied sur ce cycle. Et c'est aussi une des différences profondes entre la réactivité d'un radical. Donc vous formez globalement ce radical-là. Il est mal écrit, mais bon, c'est pas grave. Et ce que vous voyez, c'est qu'il est hydrogéné, mais à aucun moment, globalement, vous n'avez pas de fragmentation de votre radical
pour, par exemple, éliminer le haut point, c'est-à-dire que vous ne formez pas ça. Alors que si vous aviez un anion, ça c'est la différence entre un radical et un anion, si vous avez un anion ici, en fait votre anion, lui, va facilement faire ça, et vous allez obtenir vous allez obtenir au moins très très rapidement. Donc il y a une différence radicale, parce que souvent on est toujours tenté de fragmenter de telles positions, mais en fait la formation d'un haut point n'est pas favorable et globalement la bêta-élimination d'un radical oxygéné ne se fait pas. Ici on a un exemple d'initiation, vous voyez, à moins 78 degrés, donc ce radical triéthylborane permet vraiment de travailler à très froid. Alors, quelle est maintenant l'évolution? Donc ça, vous voyez, ça a été beaucoup la chimie des années 80, et c'est encore utilisé de nos jours, mais de façon quand même limitée. Parce que le problème, c'est que d'abord, BU3SNH lui-même est relativement toxique. D'abord, ils ont utilisé un équivalent, c'est un réactif stoichiométrique. Donc ça, c'est le premier problème. Alors, ce n'est pas le seul réactif qui est toxique, il y en a d'autres, mais il a un autre problème. Le problème, c'est qu'en fait, vous allez former toujours des BU3SNX. Okay, et ces BU3SNX, ils sont très, très instables quand vous voulez les purifier. C'est-à-dire que globalement, si vous regardez votre brut de réaction, si on prend la réaction classique ici, donc le bilan de votre réaction, c'est que vous avez formé votre produit hydrogéné et vous avez ce BU3SNX. Et généralement, comme toute bonne réaction en chimie organique, souvent vous avez une impureté, il reste peut-être un peu de produit de départ, il reste peut-être... Et donc vous voulez faire une colonne chromato. Okay, et donc quand vous faites une colonne chromato, ce BU3SNX va se transformer assez rapidement en BU3SNOH. Donc, voire même du BU3 plus ce genre de choses. Et ce qui va se passer, c'est comme c'est très lipophilique, ça circule très vite. Okay, et donc, ça va peupler toute votre silice, mais ça interagit quand même avec la silice, c'est-à-dire que globalement, ça diffuse vite, mais en même temps, ça reste accroché. Okay, et donc, quand vous allez faire votre purification, ce qui va se passer, c'est que vous allez sortir votre produit, mais il y aura des traces d'étain. Alors, il y aura du BU3 peut-être SNX, il y aura du BU3 SNOH, il y aura surtout celui-là. Et vous avez beaucoup de mal à l'éliminer. Alors, on peut faire un traitement du brut avec du KF, et dans ce cas-là, vous obtenez le BU3SNF, qui généralement précipite, donc vous pouvez l'éliminer, mais vous allez éliminer 95% du truc, et vous avez toujours des traces d'étain. Et ça, souvent, d'ailleurs on peut le sentir, mais si vous faites des analyses de traces, vous avez de l'étain. Donc ça veut dire que d'un point de vue purement production, c'est quand même un problème, parce que comme c'est un produit qui est relativement toxique, vous imaginez bien que ce n'est pas du tout souhaitable. Donc l'idée, ça a été initialement, on va d'abord rendre ces réactions catalytiques, et donc on va juste mettre moins d'étain dans les réactions. Donc, une première idée, ça a été par Corée, donc Corée qui a beaucoup travaillé sur plein d'autres choses, a réalisé que si on pouvait partir d'un BU3SNCl, NaBH4, il suffit d'en mettre 10%. Le NaBH4, en fait, réduit votre BU3SNCl. Donc c'est bon, ça part. Et puis ensuite, vous formez du BU3SNX.
Donc, qui lui-même peut être réduit par le NaBH4. Et ça vous redonne le BU3SNH qui peut refaire un tour, ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà l'idée. Alors, le problème, il est évident, c'est que NaBH4, c'est quand même un réducteur qui n'est pas si faible que ça. Donc, ça peut réagir avec pas mal de fonctions. D'où Stork a amélioré un petit peu la chose avec NaBH3CN, qui est plus doux et qui marche bien pour réduire le BU3SNX. Donc, il a montré ça dans cet article. Mais malgré tout, il y a eu des problèmes aussi de compatibilité. Donc, on est passé au silane. Par exemple, ces PMHS, là, donc ces hydrosilanes qui sont très doux, qui ont été initialement, alors eux, ils ont plutôt été utilisés pour tout ce qui était dérivé SNO. Et puis finalement, probablement une des contributions, on va dire les plus récentes, puis ça s'est arrêté là, c'est d'utiliser du BU3SNCl, KF, PMHS, donc ce silane pour le recyclage. Mais voilà, mais à chaque fois, ces réactions restent quand même limitées. Alors pour juste une déhalogénation, ça marche bien. Mais pour des réactions compliquées, où on va avoir des réactions en chaîne où il y a plusieurs étapes, ce genre de système catalytique, généralement, ne marche pas très bien. Donc, l'utilisation catalytique s'est arrêtée là, sachant qu'en plus, c'était catalytique, mais c'était toujours quand même des loadings de 10 à 15% d'étain. Voici quelques exemples du travail de Maleska, là, ici, donc, où il a fait de la déhalogénation. Là, il peut faire une cyclisation, mais celle-là, elle est très rapide. Bon, il arrive à faire cette réaction, on reviendra dessus, c'est ce qu'on appelle la réaction de Gies. On va revenir dessus au prochain cours. Mais voilà, donc il y a quand même des limites. Donc, d'où l'idée d'aller vers d'autres atomes. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres médiateurs, pas basés sur l'étain, avec d'autres systèmes moins toxiques? Alors, ça, c'est ce tableau-là, enfin, cette frise, vous donne une idée des éléments qu'on peut mobiliser, du silicium, du germanium, du bore, donc l'étain ici qui est au milieu, soufre et puis sélénium. Et donc plus on va par là, plus la vitesse d'hydrogénation est rapide. Donc là, sélénium, par exemple, le FiSEH, c'est un donneur d'hydrogène très 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 rapide. A contrario, le triéthylsilane est un donneur d'hydrogène lent. 90 kcal, c'est élevé parce que si vous vous souvenez, même le HBr était moins, le HBr c'est 86 kcal. Donc on est vraiment élevé. Donc l'étain, il est au milieu, ce qui est une vitesse qui est vraiment intéressante. Alors maintenant, il n'y a pas que le problème, vous avez vu que pour une chaîne radicalaire, il faut donner l'hydrogène, mais il faut aussi capter le X. Si on ne capte pas le X, ça ne marche pas, hein. Il y a les deux étapes. Or, sélénium et soufre ne font pas l'arrachement du X. Okay, le silicium, lui, par contre, fait très bien l'arrachement du X. Mais par contre, est un donneur d'hydrogène très lent. Et là, vous voyez tout d'un coup, donc le germanium est polyvalent, il arrache les X et il donne l'hydrogène, mais c'est lent. Et finalement, il y a un silane ici qui est assez intéressant, sur lequel on va un petit peu s'intéresser, là, qui se rapproche quand même beaucoup de l'étain, et donc qui est ce triméthylsilane. Puis on va parler aussi un petit peu de ces boranes. Alors, ce réactif, le triméthylsilane, son inventeur, c'est Christosomos Chagialoglou, qui est un chimiste italien grec, et qui a mis au point donc, ce réactif, qui est commercial, qui a une énergie de dissociation de 79 kcal par mol, donc c'est 5 kcal par mol supérieur à l'étain, ce qui n'est pas complètement négligeable, donc ça veut dire qu'il sera plus lent. Et effectivement, ça se vérifie par les cinétiques. Vous voyez que globalement, elles sont toujours un facteur 10 à peu près, plus lentes que l'étain. Donc il sera plus lent, mais ça marche. Okay, là où c'est nivelé, c'est dès que vous avez des radicaux très très réactifs, le silane est aussi rapide que l'estanane. Donc c'est un réactif qui peut être utilisé, on peut déioder facilement. On utilise au niveau de l'initiateur, c'est avec les mêmes initiateurs que pour l'étain, ça peut être l'AIBN, mais ça peut être aussi du triéthylborane. Donc là, on enlève un sélénium, là, on enlève un iodure. Ici, on en met un seul équivalent et on va arracher un atome de chlore. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous voyez ici, c'est que le système ici, la réactivité est la même, mais ce que vous voyez, c'est qu'on met en évidence aussi une autre différence entre
l'hydrure d'étain et ce silane, c'est la taille. Okay, parce que ça, ce n'est pas très très gros, mais par contre, lui, il faut le voir comme un réactif assez volumineux. Donc globalement, si vous regardez bien, c'est un silane avec 3 groupements TMS dessus. C'est quand même très très différent. D'abord, la liaison étain-hydrogène est plus longue que la liaison silicium-hydrogène. Et globalement, vous voyez que l'encombrement spatial de ce réactif va être différent. Et donc, ça se justifie ici. On le voit, alors ce n'est pas un effet fabuleux, mais globalement, on engendre ce radical ici. Et qui peut réagir, on peut avoir un don d'hydrogène. Alors là, j'ai les deux H ici. Et donc là, on a une phase ici qu'on va appeler concave. Et là, la face ici, sera convexe. Okay. Et ce que l'on voit ici, c'est que le don d'hydrogène, avec le réactif le plus volumineux, se fait globalement, le silane va plutôt réagir par la face convexe, alors que l'étain va globalement plutôt réagir par la face concave, qui correspond aussi d'ailleurs à la conformation un petit peu plus stable du système, puisque l'autre fait remonter le chlorure du coup dans la face concave. Donc on peut distinguer deux faces ici par ce système soit étain ou silane. Il y a d'autres exemples dans la littérature. Donc tout ça veut dire que comme il est plus volumineux et il est plus lent, les chaînes radicalaires parfois sont un petit peu moins efficaces. Alors, ce réactif, comme vous voyez, il y a une revue récente en 2018, parce que globalement, il a quand même beaucoup d'autres applications, notamment aussi en domaine des matériaux. Et en fait, on va le voir dans la deuxième partie du cours, il est aussi utilisé en chimie, il a été aussi utilisé en chimie, en catalyse photoredox. On va voir des applications. Donc globalement, il a quand même mieux survécu que l'hydrure d'étain pour beaucoup d'applications. Alors, d'autres systèmes qui ont été utilisés, c'est par exemple des dérivés phosphorés. Donc c'est beaucoup les travaux de John Murphy à Glasgow, qui s'est intéressé par exemple à cette hypophosphite d'éthylpyridine, mais en fait qui existe sous sa forme zwitterionique et qui est un donneur d'hydrogène et aussi un arracheur d'halogène. Donc on a un radical dans ce cas-là centré sur le phosphore. Okay, donc ça, c'est des choses qui marchent assez bien. Vous voyez un exemple. Le seul problème, alors c'est que c'est toujours commercialement, on peut l'acheter. Le seul problème, c'est que généralement, on a besoin de 5 à 10 équivalents. Donc 5 à 10 équivalents, c'est quand même pas hyper désirable. Et c'est le principal problème de ce type de réactif. Mais il y a eu quelques publications là-dessus. Celui-là est intéressant aussi parce que là, on arrive à un dérivé phosphoré encore plus simple. Donc c'est un oxyde de phosphine, ce diéthylphosphinoxyde. On peut faire la réaction dans l'eau. Donc là, on s'est débarrassé d'un certain nombre de problèmes parce qu'il y a aussi une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, mais toutes les réactions d'hydrure d'étain ont été principalement faites dans le benzène, potentiellement dans le toluène, mais donc c'est quand même des solvants pas forcément. Enfin, dans le cas du benzène, il est interdit maintenant dans les laboratoires. Là, on a une manip dans l'eau avec un AIBN qui est soluble dans l'eau. Il a été un petit peu. On a mis ces groupements carboxyliques. Et donc là, on a une réaction où on va former le radical ici. En fait, on peut écrire le mécanisme dès maintenant. Parce qu'avec ce qu'on a vu, en cours, on peut déjà voir ce qui se passe. Donc globalement, on va former le radical ici P point. Donc ça, c'est
suite à l'initiation. Donc on a clivage de l'initiateur, on forme un radical méthylCN avec la chaîne acide qui va réagir donc avec donc on obtient ce radical. Ce radical, donc ça c'est l'initiation. Et puis ensuite, le P point ici va réagir avec l'aromatique. Et donc ça va vous donner le radical ici, plus le PI, ainsi de suite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce radical, donc on va l'écrire comme ça, ce sera plus simple. Il va faire un transfert d'hydrogène à 5, comme on a vu la semaine dernière. Et donc ça recyclise derrière et ça aromatise. La réaromatisation n'est pas si claire que ça, on va dire. Mais globalement... Et dans ce genre de réaction, en fait, on a besoin de pas mal d'initiateurs. Et aussi l'inconvénient, malgré tout, c'est que d'abord, c'est un initiateur un peu particulier, mais c'est que également, là, ce genre de réaction nécessite un grand excès du réactif phosphoré. Donc, dernière famille dont je vais vous parler, c'est en fait les boranes. Et ce qui est assez intéressant avec les boranes, c'est que si vous prenez le borane lui-même, il n'est pas du tout donneur d'hydrogène, parce que là, on est à 111 kcal par mol, c'est vraiment une des BDE les plus élevées qu'on a vues pour l'instant, vraiment très très élevé. Mais il y a un phénomène extrêmement intéressant, c'est que quand vous le complexez par une base de Lewis, la BDE, elle, ici, baisse de façon significative. Donc cet article ici de Rablen calcule ça. Donc ce n'est pas du tout expérimental, c'est purement calculatoire. Il montre différentes bases de Lewis, une amine, une phosphine, du CO. Et en fait, on perd beaucoup cette BDE. Et là, on arrive à des valeurs où effectivement, on peut commencer à avoir des donneurs d'hydrogène. Mais pour que quelque chose marche bien, il faut qu'il soit donneur d'hydrogène, mais il faut aussi qu'il propage la chaîne. Or, il se trouve que ce radical, boryl, stabilisé par cette base de Lewis, propage une chaîne relativement bien, c'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir arracher un halogénure, et ainsi de suite. Et donc, la grosse différence ici entre le radical qui est ici, c'est qu'il a 7 électrons, comme un radical carboné. Donc, finalement, c'est un radical analogue à un radical carboné. Et ici, vous avez un radical à 5 électrons qui est trop réactif. Donc, ce radical ici, il a été modélisé avec des méthyles sur la partie NHC. Et en fait, il est extrêmement différent du radical amine borane correspondant. Il se rapproche beaucoup plus d'un radical benzylique parce qu'on a une délocalisation de ce spin importante sur tout le noyau. D'accord ? Donc, ce qui d'abord lui donne une durée d'existence supérieure, ce qui va aussi conditionner sa réactivité. Mais globalement, donc, ça a été complètement bien établi par calcul. Il a pu être caractérisé dans cet article ici, les cinétiques et les RPE des radicaux boryl ont pu être montrés. Donc on a une bonne connaissance de ce radical, dont on verra d'ailleurs un certain nombre d'applications. Alors, ce radical est intéressant, ce système est intéressant parce que là on est sur du bore, on a la possibilité a priori de moduler le don d'hydrogène sur le bore, par différents carbenes. Et en fait, ce qui ressort de ça, c'est que là, on a
regardez la réduction du radical nonyle. Donc le radical nonyle, hein, c'est simplement la chaîne, le radical primaire. Okay, et on l'a hydrogéné par différents boranes avec différents carbenes. Et ce que vous voyez, c'est que globalement, il n'y a pas beaucoup de variations selon on va dire, l'électronique du carbène. Et ça, c'était un petit peu, j'ai envie de dire, la mauvaise surprise, c'est qu'on tombe toujours dans l'ordre de 10 puissance 4, mol-1, S-1, qui reste quand même une valeur basse. Je vous rappelle, l'étain, c'est 10 puissance 6. Et donc, quand vous êtes trop bas, ça veut dire que vos chaînes radicalaires ne vont pas être bonnes. Okay, le seul qui s'en tire un petit peu mieux, c'est finalement le plus simple, c'est avec 2-méthyl. Lui commence à avoir une vitesse qui se rapproche de 10 puissance 5, c'est 8, 10 puissance 4. Mais globalement, celui-là, d'abord, il est petit, et ensuite, il va être électroniquement visiblement plus favorable, donc c'est le meilleur. Mais d'une façon générale, l'habillage par le carbène n'a pas vraiment conduit à des super donneurs d'hydrogène, et ça va être le point faible de ce système. Alors, on va avoir une solution qui est assez intéressante et qui est quelque chose qui est un concept qui est toujours utilisé. On va parler de Polarity Reversal Catalysis. Donc, globalement, l'idée, c'est que vous avez une chaîne où une des étapes est pas bonne. Donc, par exemple, ici, vous voulez arracher cet hydrogène sur l'acétonitrile par un radical alkoxy. Ça, c'est clairement une étape qui ne va pas être facile parce que ça, c'est un radical électrophile. Et ça, par contre, l'hydrogène qui est ici n'est pas très hydridique. Au contraire, il est plutôt un caractère de type proton. Okay, donc ça, c'est une étape qui va être cinétiquement lente. Si vous voulez la rendre maintenant facile, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir du radical terbutoxy, vous allez utiliser un amine borane, parce que là, du coup, vous avez un fort caractère hydrure sur ce bord ici, de cet hydrogène, et donc cet arrachement, lui, est très rapide. Et maintenant, ici, vous avez un radical, lui, qui est nucléophile, okay, donc qui va faire l'arrachement de l'hydrogène ici, facilement, sur l'acétonitrile, et donc vous allez pouvoir faire cette étape de HAT, comme on a vu la semaine dernière. Donc, ça, c'est le cas historique du principe. C'est que, par exemple, pour aider cette réaction, on va mettre tous ces réactifs dans le même pot, mais on va mettre un peu de cette amine borane pour faciliter cet arrachement. Donc, celui qui a inventé ce principe, c'est Bippe et Roberts. C'est une très belle revue, moi, je vous conseille la lecture, et donc qui résume bien le principe. Donc, the basis of the polarity reversal catalysis, c'est to replace a single step abstraction. That is slow, donc qui ne marche pas bien, parce que les effets polaires sont défavorables. Et with a two-step process in which the radicals and substrates are polarity match. Okay, donc maintenant, on va voir ce que ça veut dire dans notre cas. Et donc, il montre différents exemples dans cette revue. Alors, le principe, c'est que ça peut être utilisé avec différents types de médiateurs. Par exemple, on a vu le silane est relativement lent. Est-ce qu'on peut le booster par le même principe? En fait, si vous utilisez votre silane et que vous mettez un peu de thiol, la cinétique maintenant de don d'hydrogène va passer de l'ordre de 10 puissance, on va dire 6, à quelque chose de 10 puissance 6, 10 puissance 5 d'ailleurs, à quelque chose de beaucoup plus rapide. Et si vous mettez un aryl thiol, ça va être encore beaucoup plus rapide, parce que le principe est le suivant. Vous engendrez votre radical comme tout à l'heure, comme je l'ai fait avec le stanyle. J'arrache le X, vous formez un radical alkyle. Maintenant, cette réaction ici, elle est lente avec le silane. Mais par contre, si votre radical est nucléophile et que vous mettez un thiol, ben en fait, vous allez avoir un don d'hydrogène facile sur cet alcane. Et puis, vous engendrez un radical ici, centré sur le soufre, électrophile, qui va réagir, lui, très facilement avec le silane, qui est, lui, un donneur d'hydrogène nucléophile. Donc, globalement, cette étape-là, qui n'était pas bonne directement entre le silane et le R point, à cause de l'intervention du thiol, ici, va devenir très rapide. Donc ça, c'est bien résumé dans la revue là, de Chagialoglou, Landé et Ferreri. Et globalement, vous pouvez utiliser différents thiols. Alors, il se trouve que celui-là, que j'ai marqué là sur le mécanisme, vous permet en plus de travailler dans l'eau. Parce qu'il peut propager ce genre de chaîne dans l'eau. Mais globalement, on va pouvoir rendre la plupart des chaînes maintenant avec le silane, dont je vous ai dit qu'il était lent tout à l'heure, mais on peut les rendre beaucoup plus rapides.
Et il y a une autre application, donc c'est pour les boranes. Alors ça paraît un petit peu compliqué, mais vous allez voir, c'est super simple. Ça marche très bien. C'est rapide, c'est supérieur à 10 puissance 5, donc là, on est sur quelque chose qui se rapproche de l'étain. Mais ce qui était lent, c'est le don d'hydrogène par le NHC borane. Okay. Maintenant, si je mets le thiol, ça c'est très rapide. Hein, le thiol donne un hydrogène très rapidement. On engendre un radical phénylsulfure, et ce radical phénylsulfure est hydrogéné lui aussi très rapidement par le NHC borane. Donc globalement, ça permet de booster les chaînes. Et là, on le voit, c'est là. Ce iodo-adamantane peut être réduit par donc le borane, qui est a priori le meilleur borane. Et donc là, on a 4 types de réactions avec 4 initiateurs différents. AIBN, triéthylborane, le terbutyl-hyponitrite et le diterbutylperoxyde. Et donc, on a fait des réactions avec du thiol ou sans thiol. Donc, sans thiol, thiol, ainsi de suite. Et maintenant, vous regardez les rendements en adamantane. Alors, ce que vous voyez, c'est que dans le cas de l'AIBN, c'est le seul cas où il n'y a pas une distinction phénoménale, c'est-à-dire que ça marche moyennement bien dans les deux cas. Par contre, avec le triéthylborane, vous passez de 16 à 76% si vous mettez le thiol. Avec le nitrite, de 46 à 82%, c'est comme significatif. Et donc avec le diterbutylperoxyde, de 38% à 99%. Donc globalement, en utilisant vraiment cette catalyse au thiol, on peut rendre des chaînes beaucoup plus actives uniquement par don d'hydrogène pur actif, en engendrant un radical électrophile qui est du coup lui-même réduit par le médiateur. Voilà. Donc maintenant, quel autre type de réaction peut-on faire? En chaîne, il y en a d'autres. On va pouvoir faire par exemple des réactions d'allylation, où globalement on va engendrer, on va avoir l'addition d'un radical ici, soit sur cette position-là, soit cette position-là, et puis élimination d'un groupe. Donc ça c'est pour l'allylation, donc on additionne et ça élimine le radical Y point, ou on additionne ici et on élimine le radical Y point. Et donc on peut avoir une chaîne efficace que si globalement votre radical ici, Y point, va réagir avec le Rx pour former ça. Donc il n'y a pas 50 000 groupes qui font ça. En fait, principalement l'étain, il faut bien dire ce qui est, parce que tout ce qui va être sélénure, sulfure ou sulfoxy, tout ça, s'élimine très facilement, c'est-à-dire que l'étape ici se marche bien, mais le radical qui est centré sur un soufre ou sur le sélénium ne va pas prendre l'halogénure ici. Ça ne marche pas. Okay, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, alors juste petit rappel, quels sont les cinétiques de bêta-élimination, parce que ça c'est aussi assez important. Ça a été déterminé par une réaction photochimique sur laquelle je reviendrai plus tôt l'année prochaine, mais peu importe. Donc globalement, vous formez un diradical ici, et avec c'est une réaction de Norridge 2, si vous êtes intéressé. Donc Norridge 2, le principe, c'est qu'on forme un diradical ici, qui forme d'abord, qui va faire un transfert d'hydrogène à 5, donc on passe par cet intermédiaire ici diradicalaire, et globalement, on a une élimination très rapide pour former ce composé-là, qui après va se réarranger en cétone. Et là, on a calibré les vitesses, on la met 1 sur le chlore, avec une cinétique quand même assez rapide, on voit que ce qui marche très bien, le iodure est très très rapide, et ce que vous voyez aussi, c'est que les groupements soufrés, selon qu'ils soient alkyles ou aryles, il y a une grosse différence. Un aryle va partir plus vite, les sulfoxydes partent très très vite, les sulfones un peu moins, mais bon, globalement, tout cela est relativement rapide. Mais ces groupements partent vite, mais ne vont pas propager une chaîne. Donc principalement, l'allylation va être quand même beaucoup basée encore sur la chimie de l'étain. Donc voici le principe, hein. On va mettre un bromo, par exemple, un dérivé bromé, on met un allylstanane, et puis on va obtenir ce dérivé-là. Dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas besoin d'hydre d'étain, on est juste avec le stanane. Donc l'initiation ici est très simple. Hein. En fait, le radical qui vient de la IBN va réagir avec l'allylstanane. Donc on va former ce dérivé-là.
Et puis ensuite, donc ça va bêta-éliminer. Voilà, et donc on forme le SN3, le SNBU3, et puis donc une fois qu'on a formé ça, ça part ici, et puis ça s'additionne, et puis on réengendre un radical BU3 SN', donc ça c'est la propagation. Et là, il y a quand même quelque chose qui est bizarre, et qui est en contradiction un petit peu avec ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que globalement, un radical cyclohexyle comme ça, il est nucléophile, et cette double liaison n'est pas particulièrement appauvrie en électrons. Donc on pourrait s'attendre à ce que ça marche assez mal. Et il y a quand même un effet, un tout petit peu d'activation de l'étain. La cinétique ici d'addition est de l'ordre de 10 puissance 4, 10 puissance 5, moins 1. Comme il n'y a pas de donneur d'hydrogène, c'est suffisant pour avoir cette addition. Et puis là, par contre, la bêta-élimination est très rapide. Donc même éventuellement aussi une réversibilité. De toute façon, on a une force motrice ici très forte. Mais globalement, cette étape-là n'est pas complètement évidente. Alors c'est très bien discuté d'ailleurs dans cet article ici, par Curran et Guise, sur on va dire l'improbabilité initiale de cette addition, puisqu'on a un radical nucléophile et une double qui n'est pas particulièrement appauvrie. Mais mine de rien, le radical stanyl a quand même un certain côté activant de la double liaison. Par contre, donc là, l'élimination ici est très rapide. Et quelques exemples d'allylation. On peut allyler ici cette aniline. Aussi cette position. Alors les conditions peuvent être variées parfois. C'est vrai que c'est une chose dont je n'ai pas beaucoup parlé. L'initiation, c'est vrai que ça peut être thermique, mais ça peut être aussi photochimique. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Photochimique, la source lumineuse, ça peut être alors une lampe UV dans certains cas est utilisée. Si on peut éviter, c'est quand même mieux parce qu'il peut y se passer d'autres choses, mais parfois des lampes large spectre, lumière visible suffisent. Et souvent, en fait, quand on regarde d'ailleurs le détail des parties expérimentales, ce qu'ils disent bien, c'est que non seulement il y a la lampe qui irradie, mais aussi qui finalement produit de la chaleur. Donc, quel est le rôle exact de la lampe? Est-ce que c'est un chauffage par la lampe ou est-ce que c'est vraiment une irradiation? Pas complètement clair. On peut accélérer fortement ces allylations si vous mettez des groupements qui vont accélérer l'addition, ce qui paraît logique. Là, on va jouer sur les effets polaires. Du coup, on devient sur une oléfine qui est appauvrie en électrons. Et puis après, il y a des cas où ça ne marche pas très bien. Si vous avez un substituant ici, ça ne marche plus trop bien parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez arracher l'hydrogène ici. Et donc, vous formez ce butadiène et le radical stanyl. Donc, globalement, tout ce qui est crotylstanane, par exemple, vous oubliez, ça ne marchera pas bien. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on peut accélérer aussi ce type de réaction. Alors, on peut faire de l'allylation avec d'autres types de réactifs, mais dans ce cas-là, on est obligé de remettre un médiateur. Vous comprenez ce que je veux dire dans d'autres trucs, dans d'autres cas. Ici, c'est un cas intéressant où on joue complètement sur la polarité des radicaux, puisqu'on va engendrer le radical méthyle, et ce radical méthyle peut soit réagir avec cet allylstanane, soit réagir avec cette oléfine. Comme il est légèrement nucléophile, en fait, il va évidemment s'additionner là. Et maintenant, ça tombe bien parce qu'on a un radical du coup relativement électrophile qui, lui, va réagir avec cette double liaison. Écoutez, peut-être qu'aujourd'hui, comme ça, c'est une autre réactivité. Je ferai ça au début du cours prochain, puis je ferai d'autres types de réactions. Mais donc, on va parler, donc, prochain cours, des réactions de transfert d'atomes, qui ont quand même beaucoup d'importance, et synthétiquement, et aussi pour la polymérisation. Alors, j'ai assez peu abordé la polymérisation, mais il y aura une conférence au mois de mai sur cet aspect-là. Donc, le principe du transfert d'atomes, sans rentrer vraiment dans le détail, c'est qu'on part d'un groupement, on part d'un substrat qui est un groupement X, et ce groupement X, en fait, va être transférable, il va s'additionner sur la double liaison. Donc, vous additionnez les deux fragments. Donc là, au niveau économie d'atomes, vous êtes parfait, il n'y a pas de déchets. Donc, c'est Atom Transfer Radical Addition, ce que vous trouvez souvent d'ailleurs abrégé sous le terme ATRA. Et juste pour montrer le principe, et puis je m'arrêterai là, je ne montrerai pas d'application,
Globalement, ce radical alkyle ici va s'additionner sur cette double liaison. Et ensuite, le radical qui est là va réagir avec le produit de départ pour arracher le X, d'où le produit final, et réengendrer un radical. Donc c'est bien un mécanisme en chaîne parce que le radical qui est ici, qui est consommé, est réengendré ici. Mais ça ne peut marcher que si vous partez d'un radical initial relativement stabilisé, mais surtout que vous engendrez un radical intermédiaire beaucoup moins stable. Parce que c'est lui, le radical intermédiaire beaucoup moins stable, qui va arracher le X sur le produit de départ. Donc ça, c'est vraiment important. Donc il vous faut une addition qui doit être rapide. Et il faut surtout convertir un radical relativement stable initialement, donc le radical de départ, dans un radical qui est beaucoup plus réactif. Et donc ensuite, pour éviter toute, on va dire, réaction parasite, il vous faut que le transfert du X sur le produit d'arrivée soit très rapide pour arriver à ça et donc refaire une chaîne. Donc vous verrez les exemples, mais donc en fait on a un espèce de gradient de stabilité du radical. On part de quelque chose, on forme un radical généralement relativement stable et un radical intermédiaire moins stable, mais c'est justement parce qu'il est moins stable qu'il va pouvoir propager la chaîne en prenant le groupement X. Alors ces groupements X, vous allez voir, il y en a différents types. Ça peut être des halogénures, ça peut être des sélénures, ou donc ça sera aussi des xanthates. Voilà, donc je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui.